Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler d'un type d'approche extrêmement dangereuse, c'est les approches de type Circle to Land. D'après l'OACI, d'après aussi les chiffres de la Flight Safety Foundation, ce genre d'approche sont 25 fois plus dangereuses que les approches directes. C'est quoi une Circle to Land? Ça marche comme ceci. Imaginons qu'on a une piste. On a une piste quelque part, comme ceci. Et puis, sur cette direction, on a un ILS, on a une approche aux instruments, n'est-ce pas? Donc, on a une approche aux instruments dans cette direction-là. Eh bien, il arrive très souvent sur des aéroports secondaires ou des aéroports manquant de moyens qu'on ne puisse pas installer aussi un ILS dans la direction réciproque. Donc, on n'arrive pas à installer parce que tout simplement, si vous contactez Thales ou autre et vous leur demandez de vous installer un ILS, ça coûte des millions à déployer, mais aussi à garder en état de fonctionnement, à calibrer et tout ça. Donc, il arrive très souvent que des aéroports n'ayant pas les moyens vont installer un système d'approche ILS sur la direction la plus utilisée. Généralement, elle sera déterminée par les vents dominants. Et puis, comment faire pour l'autre côté? Pour l'autre côté, ce qu'on fait, c'est tout simplement, quand il s'agit de percer sous les nuages, quand l'aéroport est couvert, quand la météo est mauvaise, alors on fait ceci. Regardez. On va approcher en première intention dans cette direction. On utilise l'ILS pour s'approcher, un petit peu comme si on voulait réellement poser dans cette direction, alors ce n'est pas l'intention. Puis arriver à un certain endroit, à un certain point, on dégage, imaginons par exemple 45 degrés, on dégage comme ceci, et puis on survole la piste parallèle à celle-ci, on fait ce qu'on appelle une vente arrière, on tourne et on vient atterrir. Toute cette partie que je viens de dessiner en rose, elle se fait en visuel constant. Ça, c'est du visuel. Ok? Ce n'est pas fait aux instruments. La partie en noir, là, l'ILS, c'est aux instruments. Mais une fois que la piste est vue, eh bien, les pilotes sont censés faire donc une grande boucle et revenir atterrir de l'autre côté. Ces approches ne permettent pas la médiocrité. Qu'on vienne se greffer dessus des facteurs humains, ça peut assez mal se terminer. Je ne vous le cache pas, il y aura des veuves et des orphelins aujourd'hui. Le vol Airblue 202 était réalisé par un Airbus 321. L'Airbus va décoller de Karachi le matin, un peu avant 8 heures du matin, pour aller vers le nord. Il va donc remonter vers le nord pour aller vers Islamabad. Islamabad, c'est entouré de montagnes, c'est entouré de reliefs, donc c'est un aéroport. Et on parle ici d'Islamabad l'ancien, le Benazir Bhutto, qui a fermé il y a quelques années, qui est utilisé aujourd'hui plutôt qu'en base militaire. Une seule piste, et puis dans la direction 30, il a un ILS, dans la direction réciproque 12, il n'y a pas d'ILS. Ok. Décollage, on a un cockpit avec un commandant de bord extrêmement expérimenté, 25 000 heures de vol, 61 ans. Et puis à sa droite, on a un copilote, 35 ans, un peu moins de 2000 heures de vol en total et à peu près 300 heures de vol sur Airbus. Autant dire qu'il ne connaît pas encore sur le bout des doigts cette machine. Peu de temps après le décollage, le commandant de bord commence à lui poser des questions sur le fonctionnement de l'Airbus. Les questions se font de plus en plus pressantes. Il se trompe, il répond faux, il va commencer à lui mettre la pression de plus en plus. Et à un moment donné, le rapport d'accident va parler clairement d'une séance d'humiliation qui va durer pendant plus d'une heure. Pendant une heure, ce commandant de bord est en train d'humilier ce jeune copilote. Et puis, voilà, il lui montre que lui, en tant que commandant, il sait tout. Toi, en tant que copilote, t'es rien. Tu ne sais rien. Et puis le gars, ce qu'il fait, c'est qu'il va doucement rentrer dans une logique de silence et de soumission. Il va se soumettre complètement à l'autorité de ce commandant de bord. Il restera silencieux, il subira les humiliations, alors que l'hôtesse de l'air sert des croissants et du thé. Et puis,
il attendra juste la fin de ce vol. Le problème, c'est qu'à la fin de ce vol, ils seront tous morts. Voilà le problème. Alors, cette fin qui l'attend ne viendra jamais, pour ainsi dire. À moins qu'elle ne vienne au moment où ils rentreront dans l'éternité. Alors, je disais que, au bout d'un moment, ce copilote sous pression ne va plus discuter ou remettre en cause les erreurs qui vont succéder du commandant de bord. Une fois qu'ils commencent à se renseigner sur la météo, ils sont peu de temps avant leur approche, ils commencent un petit peu à regarder les dernières mises à jour de la météo. La météo n'était déjà pas très brillante quand ils sont partis. Les prévisions et les observations constatées durant toute la nuit étaient extrêmement moches. Et là, quand ils commencent à écouter l'ATIS, qui est un système radio qui émet automatiquement une sorte de voix préenregistrée qui émet la météo régulièrement, eh bien l'ATIS leur annonce qu'il y a des orages sur l'aéroport, qu'il y a de la pluie, que la visibilité baisse jusqu'à 1 km dans la pluie. Il y a du vent avec des rafales jusqu'à 65 nœuds. Nous sommes au-delà des 100 km/h de rafales. Et en plus, pour ne rien arranger, si on se dit que cette direction, si on se dit, pour l'exemple, que cette direction est la direction 30, grosso modo, même si cette direction a l'air plus un 27 qu'un 30, toujours est-il que le vent souffle comme ceci. Il est variable, mais il fait grosso modo du nord-est jusqu'au sud-est. Variable, avec des rafales qui vont jusqu'à 65 nœuds parfois. L'ILS existe que dans cette direction. Ça veut dire que maintenant, il va falloir faire une circle to land pour atterrir. Alors pourquoi les circles to land sont dangereuses? Parce que tel que dessiné comme ceci, on se dit, mais il est où le danger? On s'approche, on voit la piste, on dégage à gauche ou à droite, on fait une grosse boucle et on revient atterrir. Il est où le problème? Le problème est le suivant. C'est que les approches de type circle to land ne se font pas par tempête de ciel bleu. Généralement, si on en arrive à considérer ce type d'approche, c'est que déjà pour commencer, la météo n'est pas bonne. C'est qu'il y a des nuages bas qui vont exiger de faire une sorte de percée ILS. Ça signifie, pour percer sous les nuages en toute sécurité, il va falloir se mettre sur l'ILS de la direction réciproque, sortir sous les nuages, avoir les installations à vue et là faire demi-tour. Le problème, c'est que on a des fois des plafonds super nets, qui sont des plafonds nuageux, extrêmement joliment définis. Puis quand on sort dessous, il n'y a rien. C'est pas toujours le cas. Comme ici, par exemple, effectivement, il y a un plafond nuageux, mais dessous, il y a des nuages encore. Dessous, il y a de la pluie, il y a des précipitations, il y a une visibilité qui est réduite, il y a du vent, il y a des nuages qui descendent jusqu'au sol et tout. Donc, c'est vrai que le problème, on va dire, intrinsèque de la Circle to Land, c'est qu'elle se fait dans des conditions météo marginales. C'est ça la réalité. Le commandant de bord commence à écouter les stations de Lahore, de Peshawar, tout ça. Et puis, il devient de plus en plus nerveux parce que la météo, là, au nord du Pakistan, était épouvantable ce jour-là. Il commence doucement à s'inquiéter. Ça veut dire que lui, qui avait quelque part humilié le copilote tout le long du vol, va commencer à faire face à une situation infernale qui se développe face à lui. Et il en a de plus en plus peur. Alors, ce qu'il décide de faire, il décide de rentrer dans le système de navigation, de programmer, dans le système de navigation de l'Airbus, il décide de programmer des points comme ceci. Programme un point au nord du terrain. Après, il programme manuellement un autre point qui serait même en dehors de cette carte que je viens de dessiner. Un point qui se trouve quelque part sur les montagnes. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il improvise. Il improvise des points. Il va rentrer des points, comme ça, en improvisant, pour essayer de fabriquer une approche aux instruments. Alors que, encore une fois, le Circle to Land se fait visuellement.
c'est quelque chose de visuel. Ce n'est pas en soi une approche aux instruments. Elle commence aux instruments, mais elle finit visuellement. Lui, il a une certaine dépendance aux automatismes, mais il n'y a pas que lui en fait. Beaucoup de pilotes, je dirais que même avec peut-être on en trouve sur Boeing et sur Airbus, mais peut-être avec un petit malus pour les pilotes d'Airbus, c'est que il y a une telle culture d'utiliser les systèmes automatiques que ceci va peut-être favoriser l'émergence d'une dépendance au pilotage complètement automatisé. Alors, ces automatismes facilitent la vie, bien sûr, quand les pilotes programment avant le départ, tranquillou, programment leur route de départ, leur piste de décollage et tout ça. Ça, c'est super sympa, tout leur plan de vol jusqu'à l'arrivée, c'est excellent. Quand longtemps avant leur approche, ils savent ce qu'ils vont suivre comme approche, comme procédure et tout ça, qu'ils la programment, c'est parfait encore. Le souci avec tout ce qui est automatisme, c'est quand les plans changent. C'est quand les choses ne se passent pas comme les pilotes l'auraient voulu. Quand des gens sont très dépendants d'un système automatique et qu'ils arrivent sur une zone terminale et puis soudainement le contrôleur les appelle pour dire on change la piste en service, là ça devient très embêtant. Parce que soit ils continuent sans les automatismes et là pour beaucoup ça les sort trop de leur zone de confort, ou bien ce qu'il faut faire c'est reprogrammer. Et reprogrammer vite parce que l'avion n'est pas à l'arrêt. L'avion n'est pas stationnaire, il est en train d'avancer. Et puis, bien sûr, si les erreurs commencent à rentrer là-dedans et tout ça, ça devient vite cauchemardesque. Alors, les points sont programmés et les pilotes entament leur descente selon l'axe ILS. Et à ce moment-là, quand ils disent au contrôleur, nous aimerions faire un circle to land par le nord, ça signifie faire un circuit à droite, il va leur dire non, vous ne pouvez pas. Il va leur dire, il y a trop de nuages à droite, on a interdit aujourd'hui les circles to land par la droite, il faudra la faire par la gauche. Bon. Et là, c'est très embêtant parce que le commandant de bord a déjà tout programmé, ses points de navigation par la droite. Il a déjà entamé son approche, il est déjà dans l'axe d'approche. Ça va pas, il n'aura jamais le temps de les effacer puis de reprogrammer des points par le sud. Déjà, les points par le nord, c'était un peu fantaisiste. Alors, il va falloir qu'il réutilise son imagination et sa fantaisie pour reprogrammer des points par le sud. Parce que le contrôleur aurait voulu qu'il fasse ceci. Le contrôleur aurait voulu que les pilotes, au lieu d'aller vers le nord, de dégager vers le nord et de faire un tour comme ceci en allant sur la droite, il aurait voulu qu'ils aillent comme ceci sur la gauche et puis fassent un tour comme cela. Et ça, les pilotes ne pouvaient pas faire. Alors, le commandant de bord, il va dire au copilote, ignore le contrôleur, je m'en fiche. On va dégager par la droite, puis c'est tout. Voilà. Donc, ils arrivent. Il y a les minima, il y a le minimum, l'altitude, la hauteur, ou l'altitude plutôt de décision, je parle de l'altitude de décision ici, qui est de 2000 pieds sur l'ILS, sauf que l'altitude pour faire la boucle avec le circle to land, elle est de 2500 pieds. Quand ils entament leur descente, le commandant de bord va dire au copilote, ok, on va descendre à 2000 pieds pour la circle to land. Le copilote profite de ce moment pour le corriger. Alors qu'il était muré dans son silence, soudainement, là, il voit une erreur de procédure qui allait être déclenchée, et donc il va le signaler. Il va lui dire non, c'est pas 2000 pieds, c'est 2500 pieds. Effectivement, parce que quand il y a les circle to land ne se basent pas sur la hauteur de décision ou l'altitude de décision de l'ILS. Parce que très souvent, quand il s'agit d'ILS, les altitudes de décision ou les hauteurs de décision sont souvent telles que l'avion est littéralement, quand il les atteint, l'avion est littéralement des fois dans le périmètre de l'aéroport. Donc l'avion est très bas. À cette altitude-là ou à cette hauteur-là, il n'est pas question d'aller survoler le nord de l'aéroport ou le sud de l'aéroport ou autre et puis faire un circuit. C'est pas possible. Donc, il y a des minima autres qui sont publiés, qui sont plus hauts. Donc, dans ce cadre-là, les minima pour la Circle to Land étaient de 2510 pieds. Ce que, assez justement, le copilote va signaler. OK. Commandant de bord se ravise donc. Et, bon, lui qui donnait des leçons, il est obligé de mettre 2510 pieds. À la radio, il y a quelque chose qu'il va entendre, qui va lui mettre encore la pression.
c'est qu'il y a un vol de la compagnie PIA, de la compagnie pakistanaise nationale, qui est un concurrent de la compagnie AirBlue, qui réussit à atterrir. Et donc là, le gars, il est encore sous pression parce que il veut atterrir. Et cette fois, il veut atterrir à tout prix. Ça devient pour lui une question de vie ou de mort. Quand ils arrivent à 2500 pieds, tournent à droite. Donc, au lieu d'aller à gauche, comme leur disait le contrôleur, ils vont aller à droite. Et puis, ils vont commencer à s'éloigner de la piste. Très rapidement, ils vont perdre celle-ci de vue. La piste, ils vont la perdre. Ils vont plus la voir du tout. Parce que les nuages sont tels, les précipitations, la visibilité est réduite à 1 kilomètre. En quelques secondes, la piste n'est qu'un lointain souvenir. Donc, ils sont dans une situation en réalité où il n'est plus possible de faire une approche de type Circle to Land. Que fait le commandant de bord? Il met l'Airbus en mode nav pour qu'il suive ces points qu'il a rentrés. Donc, il a créé une sorte d'approche sauvage basée sur des points qu'il a rentrés un peu au hasard dans son système. Et en fait, ces points-là sont censés faire ceci à l'avion et puis à un moment donné le ramener vers le sud, tourner vers le sud. Okay, ces points-là sont censés donc l'éloigner puis faire demi-tour. Dès qu'il arrive ici, il ne voit déjà plus la piste. Alors, le contrôleur le voit, bien sûr. Le contrôleur dans son radar voit qu'ils sont en train d'aller vers le nord. Bon, il ne peut rien faire, hein, il les laisse faire, hein, c'est tout. Donc, ils vont commencer à s'éloigner vers les montagnes. Le copilote est là, il regarde, il voit quelque chose de bizarre est en train de se mettre en place. À un moment donné, il y a le système GPWS qui va signaler Terrain Ahead. Terrain. Donc il a un système prédictif, hein, il a un système qui va calculer la trajectoire de l'avion, utiliser un GPS pour savoir où se trouve l'avion, où se trouvent les reliefs, et puis donner une alerte le plus tôt possible sur un potentiel conflit. Donc il va dire Terrain Ahead. Et ils sont toujours dans la purée. Que fait le commandant de bord? Il va changer l'altitude et aller à 2300 pieds. Donc voilà, il décide de briser la MDA, l'altitude minimale de descente, de la Circle to Land. Et on a vu dans ce canal, et il y a plein de rapports d'accidents qui montrent que énormément d'accidents commencent par des pilotes qui brisent la MDA, qui décident de descendre dessous. Donc il va mettre 2300, il va couper un peu la poire en deux. Il voulait 2000 à la base, c'était son intention. Mais après, quand le copilote lui a signalé que non, c'était pas 2000, 2500, il accepte au début. Mais un peu plus tard, bon, mine de rien, il met 2300 pieds. Le contrôleur s'inquiète. Le contrôleur est en train de suivre au radar ce vol et il a l'impression que ce AirBlue fait n'importe quoi. Prend sa radio et puis il appelle. Il leur dit AirBlue 202. Est-ce que vous avez la piste en vue? Là, ils sont un peu coincés parce que ils vont dire quoi? S'ils disent qu'ils n'ont pas la piste en vue, ils sont clairement en violation. Ça signifie qu'ils sont en train de s'égarer dans les nuages et au milieu des montagnes sans savoir où ils vont. Ça signifie qu'il faut qu'ils fassent immédiatement une remise des gaz. S'ils disent oui, ça n'a pas de sens. Le contrôleur, depuis sa tour de contrôle, n'arrive même pas à voir le parking en face. Et eux, ils sont là quelque part dans le ciel, au radar, ils sont à des kilomètres et des kilomètres, ils disent qu'ils voient la piste. Ça n'a pas de sens. Cette question, le copilote va la poser, le gars est désespéré, prend la radio, il va se retourner vers le commandant de bord et il lui dit « Je leur dis quoi? Je leur dis quoi ?» Ça a été enregistré dans le CVR. Le commandant de bord ne lui répond pas. Il est dans une logique d'obstination, de frustration avec l'appareil. Ça commence doucement à l'affecter mentalement. Il n'arrive plus à gérer réellement la charge mentale. Le contrôleur répète sa question. Est-ce que vous avez AirBlue 202? Est-ce que vous avez la piste en vue? À ce moment-là, la réponse va tomber. Oui, nous avons la piste en vue. Clairement, un mensonge. Ils étaient à près de 8 km déjà. Ils n'avaient pas la piste en vue du tout. Ils ne pouvaient pas la voir. Ils n'avaient rien en vue du tout. Et en fait,
Bon, le contrôleur s'en désintéresse. Ils auraient pu lui demander un guidage radar à ce stade. Ils auraient pu être honnêtes, obtenir un guidage radar. Mais voilà, quand le mec s'est pris pendant la moitié du vol pour le dieu de l'aviation, ben, soudainement, là, il se retrouve un petit peu coincé. Et puis, il va se refermer de plus en plus mentalement. Les alarmes vont se faire de plus en plus pressantes. Et puis, le copilote lui dit, il faut tourner à gauche. Monsieur, il faut tourner à gauche. Il commence à verbaliser cela. Il faut tourner à gauche. Ça veut dire que bon, ça va, on s'est trop éloigné selon cet axe. Là, on en a trop fait maintenant. Hein, il va falloir tourner à gauche pour revenir vers l'axe de piste, pour essayer d'attraper la piste réciproque. Hein. Sinon, on va finir je sais pas où. Donc, que fait le commandant de bord? Il y a un bouton de cap sur l'Airbus. Il y a un bouton qui permet de donner le cap à l'Airbus. Prends le bouton et tourne à gauche. Clic, 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 clic. Sur la fenêtre s'affiche le cap. Et en fait, il fait cela. L'Airbus ne tourne pas. Et au bout de 45 secondes, le chiffre disparaît. Le commandant de bord ne comprend rien. Il reprend le bouton, il tourne. Il lâche. Le chiffre est affiché. Puis après, il disparaît. L'avion continue. En fait, l'avion était en mode de navigation. Et sur l'Airbus, les boutons qui permettent de gérer, donc donner des informations à l'appareil, donc devant les pilotes, sur une sorte de pupitre en face d'eux. Et puis, ils ont une caractéristique très particulière, ces boutons. C'est que quand ils sont poussés, quand le bouton est poussé, le bouton peut tourner ou être poussé ou tiré. Alors, quand il est poussé, ça veut dire que le pilote donne la gestion de cette valeur à l'avion. Si par exemple il pousse le bouton de la vitesse, ça veut dire qu'il va donner à l'avion la gestion de la vitesse. S'il pousse le bouton du cap, ça signifie qu'il va laisser à l'avion la gestion du cap, selon ce qui est programmé dans l'ordinateur central de l'appareil. Si le pilote tire vers lui le bouton, ça veut dire que c'est lui qui veut prendre en charge cette valeur-là et qui veut la gérer en la communiquant directement à l'avion. Donc, si Monsieur Choudary, le commandant de bord, s'il avait, après avoir affiché le cap, il avait tiré vers lui le bouton, l'appareil aurait immédiatement commencé à tourner. Sauf que lui est tellement, c'est pas qu'il le sait pas, il est assez expérimenté avec l'Airbus pour le savoir. Sauf que mentalement, il est complètement bloqué. Là, il commence à disjoncter mentalement. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le bouton et il le laisse. Que fait l'Airbus? Ben, au bout d'un moment, cette valeur qui est affichée là, qui ne sert à rien, il va l'effacer. Donc, au bout d'un moment, la valeur disparaît de l'afficheur. OK. À ce moment-là, va commencer une alarme pull up, pull up, pull up. GPWS mode 2. Si on regarde GPWS, qui annonce donc l'arrivée du terrain, il a plusieurs modes, bien sûr. Le mode le plus terrible, celui qui engage en général le pronostic vital, c'est le mode 2. Quand les pilotes entendent pull up, si on regarde dans les procédures de AirBlue, les procédures d'autres compagnies, les procédures fournies par Airbus et tout ça, la réponse à un pull up doit être de tirer sur le manche en butée. Mettre les gaz à fond, tirer sur le manche en butée, aligner, rendre les ailes horizontales pour maximiser la portance, rentrer les aérofreins s'ils sont sortis, arrêter le pilote automatique. Grosso modo, je vous le dis dans le désordre, la réaction à faire. Tirer au maximum. Pourquoi Airbus dit tirer au maximum sur un pull-up? Il dit pas tirer un peu ou... Non, il dit tirer jusqu'au maximum, jusqu'en butée, et prendre les manettes des gaz et les mettre jusqu'en butée avant. Pourquoi? En réalité, c'est que si on regarde les crashs de type CFIT, vol contrôlé vers le terrain, il y a eu des milliers de morts par décennie, en particulier dans les années 80-90. Je crois que même dans les années 90, il y a eu plus de 2000 morts suite au CFIT. Quand on regarde la pente moyenne du terrain en face à laquelle l'avion était exposé, si on regarde le terrain en moyenne, si on regarde tous ces accidents, si on prend une décennie d'accidents, et on regarde la pente moyenne à laquelle l'avion faisait face quand le pull-up s'était déclenché. La pente moyenne
était de 24%. Ça veut dire qu'il y avait des pentes en dessous et il y avait des pentes au-dessus. La moitié des pentes dépassaient les 24%. Il n'y a aucun avion qui peut faire de la compétition avec une pente pareille. C'est des pentes énormes. Il n'y a aucun avion qui peut monter, civil en tout cas, et encore moins avion de ligne, qui peut monter de manière maintenue, de manière pérenne à 24%. C'est pour ça que, voyant ce défi auquel font face les pilotes une fois qu'un pull-up se déclenche, les compagnies aériennes et Airbus, et d'autres constructeurs d'ailleurs, ont dit qu'il faut monter au maximum de la performance de l'avion. Sur un Boeing, ça va jusqu'au vibreur de manche, ça va jusqu'à ce que le Boeing est sur le point de décrocher. Sur Airbus, comme chacun sait, je mets ça entre 15 guillemets, ça ne décroche pas. Comme il y a une protection d'enveloppe, les pilotes peuvent, d'ailleurs c'est une des arguments de vente, on va dire quelque part d'Airbus, c'est que si un pilote a un Boeing en main, il devra adapter son pilotage pour ne pas le faire décrocher. Et dans ce cas-là, peut-être que si on a un pilote qui a trop peur du décrochage, qui est trop prudent par rapport au décrochage, n'aura peut-être pas la meilleure pente possible et imaginable. Ça signifie que un pilote de Boeing ne va peut-être pas tirer le maximum, ne va pas potentialiser, on va dire, à son maximum la capacité de monter de son Boeing. Parce que il aura toujours une réticence par rapport au décrochage. Là où on dit au pilote de l'Airbus, tire à fond sur le manche, pousse avant les gaz, et puis tout ce qui est décrochage et tout ça, tu oublies, c'est l'Airbus qui gérera, il empêchera l'avion de se cabrer jusqu'à décrocher. Monsieur Pervez Choudary, le commandant de bord, ne va rien faire. Ça va retentir 15 fois. Le copilote qui aurait pu lui prendre le contrôle ne prendra pas le contrôle. Il va pas arrêter de lui dire, monsieur, nous sommes en train de, il faut monter, monsieur, il faut tourner à gauche, monsieur, les montagnes arrivent, le terrain arrive, monsieur, regardez ce que, et il va pas du tout prendre le contrôle. D'ailleurs, une des dernières phrases sera interrompue au milieu, sera coupée au milieu par l'avion se fracassant contre les rochers. Que fait le commandant de bord? À un moment donné, il a comme une sorte de lueur comme ça, de reconnexion à la réalité. Hein, il sort un petit peu de sa torpeur, de sa panique dans laquelle il s'est mis tout seul. Et il fait quoi? Il débranche le pilote automatique, il braque l'avion à gauche, il part à 52 degrés sur la gauche. Et puis après avoir donné quelques secousses comme ça aléatoires à l'appareil, il va rebrancher le pilote automatique. Il va réaliser qu'il faut effectivement tirer sur le bouton pour faire tourner l'appareil, et il va prendre le cap qui va rentrer 86, c'était au 307, il va rentrer 86, et cette fois-ci il va tirer sur le bouton. Si on regarde, il allait au 307, il rentre 86, d'accord, à peu près, hein, mentalement, hein, vous voyez ça, 307, 86, ça veut dire quoi? Quand il tire, l'avion va aller rejoindre le cap 86 par le chemin le plus court. Donc l'avion ne va pas tourner à gauche comme il aurait souhaité, mais il va tourner à droite. L'avion commence à tourner à droite, il ne comprend plus rien à rien, il prend le mini-stick, il pousse, et là, le taux de chute atteint 3000 pieds par minute. Monsieur Choudary est quelqu'un maintenant en perdition, est un homme en perdition. C'est un homme qui est sur le plan cognitif complètement grillé. Il s'est grillé les neurones avec du bricolage, avec plein de choses qu'il a faites, plein d'erreurs qu'il a multipliées. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il est à basse altitude, il est dans les nuages, il est dans les reliefs, et il a cette impression que l'Airbus ne lui répond plus, qu'il ne comprend plus rien à rien. Il est fini. Le copilote qui aurait pu prendre les commandes et initier une remise des gaz ne va rien faire. Va le supplier, lui donner des indications sur un ton suppliant, jusqu'à ce que finalement les rochers les ramènent tous au silence. L'état dans lequel on retrouvera les boîtes noires qui, à cette occasion, ont mérité de leur appellation, vous donne une idée assez juste de la violence du choc.
les boîtes noires sont vraiment noires ce coup-ci, tellement noires que on n'arrive même plus à lire le numéro d'identification, même le numéro de série, on n'arrive pas à le lire. L'enquête a été faite avec l'aide du NTSB et du BEA. Et voilà, c'était un Airbus qui était complètement en état de vol, il n'y avait aucun problème avec. Et on a une performance d'équipage qu'il a envoyé dans le décor, causant la mort quand même de 152 passagers. 152 passagers. Et comme l'écrivent les Pakistanais dans leur rapport d'accident, qu'Allah ait pitié de leurs âmes. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. C'est la première fois qu'on parle de Circle to Land dans ce canal. On va en reparler encore à d'autres occasions. C'est quelque chose d'extrêmement pointu, d'extrêmement technique. Si vous êtes étudiant pilote et vous voulez lancer et déclencher une émeute dans votre école, demandez c'est quoi la distance autour de l'aéroport, c'est quoi la distance réglementaire à garder quand on fait un Circle to Land autour de l'aéroport. Et vous allez voir, s'il y a 12 personnes face à vous, vous aurez 12 réponses différentes. Et c'est extrêmement savant, tellement savant que on dira plutôt c'est de l'usine à gaz. J'expliquerai ça à l'occasion, mais c'est plus proche de l'usine à gaz qu'une véritable approche. Et c'est donc pas une surprise que certaines compagnies les bannissent complètement. Merci mes amis, et puis on se voit dans une autre vidéo.